La maison individuelle fait toujours rêver. Quelles sont les conditions pour y accéder? Les financements, les crédits, mais aussi la maison neuve. Quelles sont les innovations? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler à la fois de la maison neuve, mais aussi des conditions de financement. Loïc Vendrome, bonjour. Bonjour. Loïc Vendrome, directeur général du groupe Exahome, qui fédère une quarantaine de sociétés, de marques sur l'ensemble du territoire, principalement le secteur de la maison neuve, la construction, mais aussi la promotion et la rénovation. Sandrine Alenier, bonjour. Bonjour Olivier. Directrice des études, porte-parole de Vous Financer, spécialiste des crédits immobiliers. En introduction, tous les deux, j'ai envie de vous demander sur le logement idéal. Chaque année, des enquêtes. Quel est le logement idéal pour les Français? Il y a quelques jours, Qualitel a sorti son baromètre et le confirme. La maison individuelle avec jardin arrive toujours en tête à près de 80%, quelles que soient les générations. Ça fait toujours rêver. Est-ce que ça vous étonne, Loïc Vendrome? Non, ça ne m'étonne pas du tout. Ça fait des années que la stat se confirme. Et elle ne s'érode pas. Même on a eu une enquête de la Fédération des caisses d'épargne dernièrement qui vient de confirmer que sur la tranche 18-24 ans, ça restait le logement préféré des Français, pareil, autour des 80%. Donc c'est une bonne nouvelle. La maison, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de bonheur. Et les Français veulent un logement dans lequel ils peuvent avoir du bonheur, de la sécurité, et c'est un bon placement aussi. Donc ça se confirme de génération en génération. Sandrine Alenier, ce rêve de maison. Oui, c'est pas étonnant. Alors nous, on est un peu déformé par le prisme parce qu'on vit dans des grandes villes où c'est pas toujours possible. Mais évidemment, on a tous cette image idyllique du couple dans la maison avec le chien, le barbecue. Donc oui, ça peut se comprendre et ça s'est évidemment renforcé depuis le Covid. Très bien. Alors on va voir justement ce secteur de la maison neuve qui pendant des années, pendant des décennies, on était autour de 100 000 ventes, 110 000 ventes et puis ça a baissé, on est passé à 50 000 ventes annuelles et ça repart un tout petit peu, notamment depuis l'été. Loïc Vendrome, explication. Effectivement, une très forte baisse, une baisse jamais constatée dans les statistiques, mais elle est là. Néanmoins, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que ça se stabilise depuis ce début d'année. On voit que les contacts ont largement repris du dynamisme depuis le début de l'année. Et effectivement, depuis cet été, on constate même un léger frémissement sur les ventes, donc les contacts deviennent progressivement des ventes, donc on en est très heureux, on attend juste... Notamment au taux d'intérêt, la baisse des taux d'intérêt. Oui. Plusieurs choses, effectivement, principalement les taux d'intérêt, ça permet de solvabiliser cette fameuse demande, une stabilisation des coûts de construction, voire des légères baisses, et puis aussi un déficit et des personnes qui finissent par se lancer. Ils attendent depuis des mois, ils n'ont plus le choix, donc ils se lancent. Et puis aussi, pour des constructeurs solides, la prime un peu aux leaders et aux sociétés sérieuses. Le profil des acquéreurs de maisons neuves. Alors le profil des acquéreurs, il a changé quand même. Toujours beaucoup de primo-accédants, environ 60% de nos clients. Avant, c'était plutôt 90%. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que le primo-accédant n'est plus le même qu'avant. Un primo-accédant aujourd'hui, il a plus de 40 ans. Donc il est déjà installé dans la vie, il a déjà des revenus assez corrects en fait. Alors qu'à l'époque, notre primo-accédant se lançait dans la vie, premier enfant, vers 25-30 ans. Donc là aussi, ça évolue. La taille des maisons, c'est entre 100 et 110 mètres carrés. Et des maisons sur mesure, ils viennent nous voir pour choisir, on va dire, le plan de leur maison, ainsi que toutes les options, la qualité de l'enduit, l'isolation. Voilà, ils choisissent, c'est vraiment ça qu'ils viennent chercher chez un constructeur de maison, c'est la personnalisation et le sur-mesure. Et l'évolution des prix, parce que beaucoup aussi se disent c'est peut-être complètement inabordable. Si vous deviez donner des exemples de prix. Oui, alors... Une maison, en moyenne, sans le terrain, je reviendrai sur le terrain après, c'est environ aujourd'hui 180 000 €. Et après, le projet global moyen, c'est aux alentours de 300 000 €. Et effectivement, c'est le terrain qui va faire le prix du terrain qui va faire la différence de prix entre 180 000 et 300 000. On peut trouver des terrains à 200 000 € dans des endroits très tendus et très chers et des terrains à 30 000 € dans d'autres zones. Mais en moyenne, 300 000 €, c'est le projet moyen chez Exahome. D'accord. Alors justement, on va voir les nouveaux modèles, en fait, les innovations. On va voir des illustrations en images que vous allez commenter, Loïc Vendrome. Très bien. Alors, exemple, avec la piscine. Je vous parlais de sur-mesure. Là, effectivement, on est sur du sur-mesure.
très moderne. Là, on est sur une maison un peu plus traditionnelle. Là, une maison plus petite, mais également, on voit des variations d'architecture, toiture plate. Là, on est dans le sud. On voit qu'on s'adapte à tous les territoires en adaptant l'architecture. Là, on est plutôt en Rhône-Alpes. Je reconnais les toitures. Donc, en fait, on voit le panel de maisons qu'on est capable de faire avec nos bureaux d'études internes. Et quand je disais qu'on s'adapte aux clients et aux besoins, c'en est le cas. Là également, là c'est la partie promotion en Ile-de-France. À la fois de la promotion, c'est ça, et de la construction personnalisée. Exactement. Ouais. La maison normande, on vient de voir, plutôt dans le Nord-Pas-de-Calais avec les briques. Voilà, en fait, Exahome, c'est ça. On s'adapte aux besoins du client et au territoire en termes d'architecture. Donc c'est à chaque fois. Si l'on devait, je sais que c'est pas évident, mais citer quand même quelques marques parlantes pour les téléspectateurs. Qui font partie du groupe Exahome. En construction de maison ? Oui. En construction de maison, donc il y a Maison France Confort, qui est la marque nationale avec un spectre très large en termes d'offres. On a après, en Ile-de-France notamment, du haut de gamme, on a Maison Berval, qui est aussi très connue, ou Maison de Manon dans le sud, une marque plus régionale. Voilà, on en a une quarantaine, je ne vais pas toutes les citer, mais à chaque fois, ces marques, elles ont un ADN local qui permet de s'adapter en termes de plan, d'ADN et également de produits aux besoins et aux souhaits de nos clients. Et par rapport aux produits, par rapport à tout ce qui est volet environnemental, est-ce qu'on repense aussi, on le voit beaucoup pour les appartements, les bâtiments, mais pour la maison, d'avoir l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés? Quelles sont les nouveautés dans le domaine? Alors, il faut savoir que il y a des nouveautés, mais en fait, la maison individuelle, il y a des normes depuis très longtemps qui nous ont été imposées. Donc aujourd'hui, la réglementation thermique 2020, celle qui s'applique à nous, c'est la plus draconienne au monde. Donc on a des logements qui sont très peu énergivores et qui sont très décarbonés. Donc on continue, la prochaine c'est en 2025-2028, donc on est dans le prolongement, mais on a déjà fait ce saut il y a un certain nombre d'années, mais oui, il y a aussi de plus en plus de bois, de biosourcés, il y a également aussi... Ça c'est vraiment une tendance sur le bois ou pas? Est-ce qu'on vous le demande de plus en plus ou... Alors il y a la maison bois, c'est une tendance, mais ça reste quand même assez marginal à l'échelle du marché, mais c'est une tendance. Plus cher que la classique? Oui, aujourd'hui c'est encore plus cher, effectivement. Et puis en termes d'architecture, ça peut pas être positionné partout. Donc la demande est là, elle augmente un petit peu, mais ça reste une partie faible du marché. Après, il y a une demande de mettre du biosourcé, donc du bois dans les maisons, même si c'est une maison en briques ou en parpaing, il faut mettre du bois dans les maisons. Donc ça, on a cette demande d'avoir des matériaux de plus en plus responsables. On a aussi beaucoup de demandes sur la domotique. On a notamment sorti une application qui s'appelle ExaConnect. Nos clients ont une application Exahome pour piloter leur maison, les volets, le chauffage, tout ce genre de choses. Donc ça, effectivement, ça fait partie des demandes et des réponses que Exahome apporte à ses clients. Très bien. Alors le rêve de maison, est-ce que c'est un rêve abordable? Est-ce que les conditions d'emprunt, Sandrine Alonier, s'améliorent? Alors oui, c'est la bonne nouvelle et c'est évidemment en lien aussi avec la reprise du marché, puisque on a des taux de crédit qui sont passés de en moyenne 4,30% il y a un an à la même période à aujourd'hui 3,50% sur 20 ans, mais on peut même avoir du 3,50% sur 25 ans qui est plutôt une durée privilégiée pour la maison individuelle. Donc voilà, des taux qui ont baissé de près d'un point. Donc on voit bien que voilà, mécaniquement ça va resolvabiliser les emprunteurs. Ça a commencé déjà un petit peu. Ça a déjà commencé. Oui. Et donc on voit cette courbe et l'idée c'est de savoir voilà, jusqu'où on va pouvoir redescendre. Je crois qu'il faut clairement oublier les taux à 1%. On était en sortie de Covid, quoi qu'il en coûte, etc. Là, j'ai l'impression que notamment les primo-accédants qui de toute façon ne pouvaient pas acheter en 2021, ils n'étaient pas encore rentrés sur le marché, ont cette notion-là qu'aujourd'hui, avec des taux à 3%, 3,5%, voilà, ça redevient quand même avantageux d'acheter. On revient dans une norme, dans des taux moyens de long terme. Donc ça, c'est déjà positif aussi pour l'effet psychologique. Ça, pour vous, une perspective fin d'année autour de 3,1% en voilà, moyenne. On pourrait revoir des taux à 3% sur 20 ans pour les meilleurs dossiers. Donc voilà, ça reste quand même, on est sorti du seuil psychologique des 4% qui a vraiment plombé le marché. Alors, et surtout qu'on a des banques qui elles-mêmes veulent prêter. Et c'est ça toute la différence. Alors ceux qui ont justement acheté avec des taux d'intérêt à 4% il y a quelques temps, est-ce qu'ils doivent se positionner dès maintenant pour renégocier ou se dire bon, on va attendre un peu, fin d'année?
Alors déjà, ils sont peu nombreux parce que quand les taux étaient à 4%, on était au plus bas de la production de crédit. Donc déjà, le stock de gens qui ont acheté à 4 est très faible. Alors, il y en a quand même. Alors pour cela, non, mon conseil, ce serait vraiment d'attendre, tout simplement parce qu'au bout de 1 an de remboursement, ils n'ont quasiment pas amorti de capital. Et si aujourd'hui, ils font un rachat de prêt pour faire baisser le taux, ils vont devoir réemprunter une somme supérieure à celle de départ. Donc ça, c'est vraiment pas du tout conseillé. Le mieux, c'est d'attendre souvent 2 ans d'amortissement pour renégocier son crédit. Là-dessus, pas d'inquiétude. Les taux, à défaut de repasser sous la barre de 3%, parce que là, il n'y a pas de certitude, mais vont continuer, en tout cas, à se stabiliser dans ces eaux-là. Donc, il sera toujours temps, dans 6 mois, 1 an, de renégocier à 3%. L'impact sur l'évolution des prix, Sandrine, vous, votre sentiment, c'est plus les taux vont baisser, il y a un risque que les prix remontent un peu, se stabilisent, ou quel est votre sentiment? Alors déjà, par rapport à la baisse des taux de crédit, finalement, pour l'instant, les prix ont commencé à baisser, mais avec un effet retard, si je puis dire, et on a des prix qui n'ont pas suffisamment baissé par rapport aux besoins du marché. On est entre moins 2 et moins 4% en moyenne au niveau national à peu près. Et j'en profite quand même pour dire que si la capacité d'emprunt a réaugmenté et qu'on a gagné 15 000 euros de capacité d'emprunt pour un couple avec 4 000 euros de revenus, on en avait perdu 60 000 par rapport à 2021. Et évidemment, la baisse des prix n'a pas été dans ces proportions-là. Donc aujourd'hui, les prix n'ont pas assez baissé pour resolvabiliser globalement les emprunteurs. Mais voilà, les vendeurs ont bien compris que pour vendre, il faut baisser les prix. Donc on a un ajustement. Le gros risque, c'est que des vendeurs disent « je sens que ça repart, donc je réaugmente les prix ». C'est pour ça que là, on a quand même une fenêtre de tir avec des taux qui vont se stabiliser aux alentours de 3%, une offre dans l'ancien, une offre aussi qui revient dans le neuf. Donc là, on peut avoir cette bonne fenêtre de tir avant peut-être une reprise de la hausse des prix qui évidemment n'est pas souhaitable. Et il y a aussi des nouveaux modes de financement, des coups de pouce de banque. Vous pouvez en parler, Sandrine. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est passé d'un problème d'offre bancaire. En 2023, les banques avaient fermé le robinet du crédit ou avaient laissé vraiment un filet pour les plus hauts revenus. Aujourd'hui, plutôt un problème de demande qui est en train de se solutionner. Les acheteurs reviennent, mais pour autant, les banques sont vraiment en forte conquête. C'est opération porte ouverte. Et notamment, elles veulent séduire les jeunes emprunteurs. Et pour cela, on a des vraies solutions, et notamment pour ceux qui veulent évidemment faire construire, puisque c'est le sujet du jour et c'est aussi un rêve pour beaucoup d'entre eux. C'est que déjà les banques vraiment récompensent la performance énergétique des biens. Résultat, quand on achète un bien avec un DPE A, B ou C ou qu'on fait construire, on peut avoir, à défaut du prêt à taux zéro, c'est pas le sujet là pour l'instant, mais on peut avoir un prêt à taux bonifié de la banque, 20 000 euros à 0%, 30 000 euros, donc ça c'est un vrai coup de pouce. Il y a également des décotes de taux, on a une banque nationale qui fait 0,20% de moins sur le taux du crédit si on achète un bien performant. Laquelle ? J'ai pas le droit de citer de nom de banque. Alors, oui, mais enfin, Sandrine, on peut pas. Bon, alors, mais elles sont plusieurs à faire Première des prêts lettre. À impact. Non, à chaque fois, il y a 2 lettres. Bon. C'est voilà. déjà une indication. Elles sont plusieurs à faire, donc ces prêts à impact. Ces prêts à taux bonifié. Donc ça, c'est vraiment positif quand on achète un bien performant. C'est rassurant pour la banque parce qu'il se revendra mieux en cas de revente contrainte à court terme. Et puis, il y a également des banques, là, c'est tout récent, une qui vient de lancer un montage avantageux pour les jeunes avec une ligne du crédit qui va être amortie plus tard. Donc ça permet aussi d'augmenter la capacité d'emprunt. Il y a des prêts à mensualité progressive, des prêts sur 30 ans pour les jeunes. Donc il y a des solutions pour pallier à ces hausses de taux qu'on a connues. Et puis en dehors des banques, il y a le prêt accession de Action Logement. On peut avoir 30 000 euros à 1% quand on fait construire. Donc tout ça mis bout à bout, on arrive à des financements qui sont aux alentours de 2%, 1,5%. Très bien. Alors justement, transition toute trouvée, chez Exaome aussi, vous réfléchissez pour aider les primo-accédants. Je crois qu'il y a une cagnotte qui est mise en place. Effectivement, comme l'a dit Sandrine, on a aussi des partenaires et on bénéficie en fait de tout ce que Sandrine a pu évoquer avec des partenaires bancaires, des courtiers. Mais après, on est le seul constructeur en France, une cagnotte Exaome. Donc la cagnotte Exaome, c'est quoi ? C'est un peu du crowdfunding, mais pour nos clients. Donc on crée un univers sécurisé pour que les amis, la famille de nos acquéreurs puissent déposer des fonds sur un compte sécurisé
Et ces sommes-là, en fait, vont servir d'apport pour le client dans le cadre du financement auprès d'un courtier ou d'un établissement bancaire. Mais donc, qui peut mettre cet argent dans cette cagnotte? En soi, n'importe qui, mais généralement, forcément, ce sont des amis ou la famille du couple ou du ménage qui souhaitent acquérir une maison ou construire une maison, par exemple. Et on voit progresser la cagnotte au fur et à mesure. Vous avez des exemples dans le domaine? Exactement. En fait, il peut y avoir des petites sommes, une multitude de petites sommes ou des grosses sommes. Ça peut être la famille, une personne de la famille qui va verser 5 000 € ou une multitude de personnes qui vont chacun mettre 50 €. Mais ça va effectivement être un apport complémentaire à l'apport du ménage, et ce qui permet souvent, l'apport aujourd'hui c'est quand même décisif pour avoir un financement. Ils étaient un peu limite au niveau de l'apport. Cette cagnotte va leur permettre de dépasser le seuil de l'apport exigé par la banque et donc de débloquer le financement. Donc ça, c'est la cagnotte Hexahome sur le financement, sur justement les primo-excédents, le prêt à taux zéro. Est-ce qu'il faudrait l'élargir à la maison neuve? Déjà le faire revenir. Oui. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il devait être supprimé en 2024, ça a été décalé au 1er avril, mais ensuite, c'est quand même un peu une aberration que les besoins des Français, en tout cas leurs envies, ne rentrent plus dans le dispositif. Bon, alors certes, c'est évidemment pour des raisons de coût, mais aujourd'hui, mais je laisserai Loïc répondre sur ce point, mais il est certain que nous, on a des clients, chez vous financés, qui souhaiteraient acheter dans l'ancien, et on leur propose d'acheter plutôt dans le neuf en collectif, parce que ça va leur permettre de bénéficier justement de ce prêt à taux zéro et vraiment de faire baisser sensiblement leur endettement. On peut avoir un refus pour un achat dans l'ancien et une acceptation pour un achat dans le neuf, sans compter tout le côté performance énergétique. Donc, ça nous paraît évidemment essentiel de remettre ce dispositif, y compris pour la construction, surtout dans un contexte de manque de logement. Et c'est un vrai coup de pouce, surtout avec des taux à 3%. Il était disponible quand les taux étaient à 1, on ne l'utilisait pas. Maintenant que c'est à 3, c'est maintenant qu'on en a besoin. Le prêt à taux zéro, partout, et notamment pour la maison neuve, sur l'ensemble du territoire, Loïc Vendôme? Alors, sur tous les territoires, pour la maison neuve et la maison individuelle également. Oui. Effectivement, c'est essentiel. Sandrine l'a évoqué, c'est aujourd'hui qu'on a besoin d'un PTZ. Aujourd'hui, beaucoup de clients sont sortis du marché dans le monde de l'immobilier au global par un problème de solvabilité, hausse des coûts dans le neuf, en plus de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc c'est aujourd'hui qu'on a vraiment besoin de ce dispositif. C'est un dispositif qui existait dans la maison individuelle de manière continue depuis 1995. Il faut le remettre. Le gouvernement semble y penser. Les parlementaires vont s'en occuper. Acquérir une maison pour la mettre en location, est-ce que ça, c'est une piste? Oui, c'est même une très bonne piste. Le locatif en maison individuelle, c'est un marché qui est moins connu, mais qui est très bon, parce qu'il y a un taux de rotation des locataires qui est très faible. Parce que déjà, ils ont une maison qui est neuve, une maison qui est entretenue, une maison qui est performante d'un point de vue énergétique, donc des charges autres que le loyer assez faibles. Donc oui, c'est un très bon investissement, souvent méconnu, parce que pour un investisseur, ça peut paraître compliqué d'acheter un terrain et de faire construire une maison, mais justement, on est là pour ça, en tant que constructeur, pour accompagner le client, qu'il soit accédant ou investisseur, pour que le projet soit simple. Mais oui, il y a un gros besoin. Les Français rêvent d'habiter dans une maison, que ce soit à la location ou à l'achat. Sandrine Alonier, les investisseurs sont-ils revenus, partis? Est-ce qu'ils attendent, avec justement tout ce qui tourne autour de la fiscalité, des incertitudes? Où en est-on? Alors, il est certain que le changement de gouvernement et les quelques annonces qui avaient été faites, la fin du Pinel, ça a mis quand même beaucoup d'attentisme du côté des investisseurs qui craignent en plus un alourdissement de la fiscalité. Donc aujourd'hui, si on constate le retour des secondo-accédants, mais aussi des primo-accédants, en revanche, les investisseurs restent à la peine. Hein. Donc aujourd'hui, non, ils ne sont pas encore de retour, ils sont dans l'attentisme. Pour autant, les banques, elles, sont prêtes à les financer. Alors, pas forcément sur 25 ans, on est plutôt sur des durées de 20 ans avec des taux un peu plus élevés, de l'ordre de 0,10 ou 0,20, mais pour un investisseur, c'est pas vraiment le sujet, le taux. Mais aujourd'hui, non, ce qui est certain, c'est que ça reste le pan essentiel du marché qu'il va falloir réactiver pour pouvoir remettre en place ce parcours résidentiel. On a besoin de davantage de logements en France, et notamment des logements à louer aussi. Et donc, sans investisseurs, on restera dans cette situation de manque de logement avec, résultat, des prix encore trop élevés.
Et sur le volet rénovation énergétique, il y a une échéance. Là, on parle du 1er janvier, normalement 2025, interdiction de mettre en location des biens les plus énergivores, ceux qui sont classés G. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent on n'est pas prêt, il faudrait peut-être décaler le calendrier, voire peut-être sur la copropriété que ce soit décorrélé? Loïc Vendôme. Je ne suis pas le spécialiste de la copropriété, mais oui, il faut décaler. On parle de manque de logement à la location, en accession individuelle, collectif. Donc si on manque de logement, si on décale cette mesure, ça va permettre de ne pas aggraver la situation. Parce que si on met en place cette mesure au 1er janvier, même si elle est louable, on va aggraver la problématique du logement en France. Donc oui, il faut gagner un peu de temps, mais ça ne veut pas dire qu'il faut perdre cet objectif. Mais... Oui, parce qu'on peut dire que ça peut casser la dynamique sur la rénovation, et derrière, c'est aussi des artisans, des entreprises aussi qui aident, et puis tout le volet environnemental, la prise de conscience, mais vous seriez pour décaler en tout cas. Oui, je pense que vu l'état du marché immobilier et le déficit de logement actuel, je pense qu'il faudrait décaler à minima d'1 an et se donner les moyens de reprendre cette trajectoire après, parce que c'est une trajectoire qui est importante, nécessaire, à la fois pour l'environnement, mais aussi pour les Françaises et les Français, parce qu'en habitant dans des biens de qualité d'un point de vue environnemental, ils vont récupérer du pouvoir d'achat avec des factures énergétiques maîtrisées. Sandrine Alonier. On décale, on reporte, on laisse comme ça? Avis partagé, puisque c'est aussi, en tout cas, tant que la décision n'est pas prise, ça génère aussi de l'attentisme. Mais le fait d'avoir ce coup prêt au 1er janvier, ça a aussi dissuadé pas mal d'investisseurs, soit d'investir, d'autres ont mis leurs biens en vente. Donc c'est vrai que cette annonce, cette échéance qui arrivait, a aussi perturbé le marché locatif. Donc ce qu'il faut surtout, c'est donner de la visibilité et aux primo-accédants sur les dispositifs qui vont pouvoir les accompagner, et aux investisseurs sur ce calendrier de la loi climat, et sur peut-être aussi un statut, la création d'un statut de bailleur privé, tout ce dont on parle depuis plusieurs années, mais qui n'arrive pas. Là, on a le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience que le logement est vraiment essentiel pour l'économie et même pour la société. Donc voilà, on attend avec impatience 2025. Alors justement, Loïc Vendôme, vos propositions pour une relance pérenne justement de l'immobilier, de ces marchés de l'immobilier? Alors, je vais essayer d'être synthétique. Déjà, il faut de la durabilité au niveau environnemental, mais également dans les aides et les dispositifs. Parce que quand les choses changent, c'est jamais bon, Sandrine l'a évoqué, sur d'autres dispositifs. Donc, la durabilité, de la visibilité. Après, on en a parlé également, le prêt à taux 0% qui vient solvabiliser les ménages sur tous les territoires, tout type de logement. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Après, il faut aussi adapter les offres, les aides en fonction des besoins des territoires et des envies des Français. Il y a des endroits où il faut peut-être un peu plus aider le collectif ou plus l'individuel. Je pense qu'il faut avoir des mesures qui doivent s'adapter au territoire. Au cas par cas, sur des politiques locales du logement. Exactement. Ouais. Je pense que c'est important d'avoir une direction nationale, mais qu'elle soit adaptable et ajustable en fonction des besoins des territoires et surtout des envies des Français. On parle de 80% des Français qui rêvent d'habiter en maison, ancienne ou neuve. Bien voilà, il faut quand même en tenir compte. Il faut tenir compte effectivement des problématiques environnementales, de la ZAN, il faut être sobre. Donc c'est tout à fait normal. Les acteurs de l'immobilier sont prêts à cela. Mais voilà, il faut aussi écouter l'envie et les besoins des Français. Envie, Sandrine Alonier, oui. Les relances pérennes. Alors vous, vos conseils pratiques dans le domaine? Alors pour moi, la relance, en effet, elle doit se porter sur la construction pour accroître l'offre de logements, donc y compris évidemment de maisons individuelles, et surtout aussi se baser sur les primo-accédants. Il y a des amendements possibles sur la défiscalisation des intérêts lors des premières années. Ça peut être aussi une vraie clé, parce que si les primo-accédants peuvent sortir du marché locatif pour devenir propriétaires, ça va amener aussi une meilleure rotation des biens, parce que voilà, on n'a pas parlé évidemment trop du marché locatif, mais on sait qu'il est aussi complètement bloqué. Pénurie. Voilà, en pénurie. Donc il faut rétablir vraiment tout le parcours résidentiel. Et là, on constate vraiment le retour des seconds-accédants déjà qui reviennent et qui sont motivés pour libérer des plus petites surfaces pour les primo-accédants. Donc c'est maintenant eux qu'il faut aider à franchir cette barre de la propriété. Je rappelle quand même, le taux de propriétaires en France est resté stable depuis plusieurs années. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est grippé. Avec le recul, vous qui avez de l'expérience aussi, et la famille Vendôme depuis des décennies, sur votre regard sur la maison neuve, qu'est-ce qui a pour vous le plus évolué? Qu'est-ce qui a le plus changé? Que ce soit dans la réalisation ou dans la demande, en fait.
Alors, dans la réalisation, beaucoup d'industrialisation, les choses sont de moins en moins, quoi. On a des artisans, mais se professionnalisent, s'industrialisent. Donc ça a vraiment évolué. Et puis après, c'est la performance énergétique, je l'ai dit tout à l'heure sur la réglementation environnementale. Il y a vraiment un bond énorme qui a été fait en quelques années. Et je l'ai dit aussi, la domotique, c'est quelque chose qui a longtemps été attendu. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère de la domotique, du digital, également dans la maison. Et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que vous suivez chez Exahome? Bien sûr, elle est même déjà présente, mais là c'est plus dans nos process internes ou dans la commercialisation. Aujourd'hui, effectivement, on utilise l'intelligence artificielle en interne pour commercialiser ou pour le pilotage administratif et le suivi des dossiers. Donc c'est plus dans le croisement de données, l'accumulation de données qui vous aide ou plus sur c'est effectivement croisement de données, donc d'un point de vue marketing, mais c'est également dans des process d'automatisation administratif, comptable, au niveau contractuel. Effectivement, on essaie de tout ce qui peut être automatisé ou quelque part l'homme n'a pas beaucoup de plus-value, on essaie de l'automatiser de par l'intelligence artificielle. Ouais. Très bien. Sandrine Alonier, une conclusion? Un rayon de soleil d'ici la fin de l'année sur l'immobilier qui va... Il ne faut pas oublier en effet que l'immobilier est vraiment en phase de reprise. Hein. Tous les professionnels le constatent à tous les maillons de la chaîne, courtiers, agents immobiliers, constructeurs. Donc là, c'est très positif. Donc on ne va pas quand même bouder notre plaisir. Mais justement pour que cette reprise ne soit pas qu'un sursaut et un effet de rattrapage... Une parenthèse enchantée. Voilà, il faut la rendre plus durable. Et là-dessus, on va quand même avoir besoin du soutien du gouvernement. Parce que sinon, les problèmes structurels vont rester les mêmes. Voilà, on est sorti d'un problème conjoncturel. Il faut maintenant résoudre les problèmes structurels pour que cette reprise soit durable. Très bien. Conclusion, Loïc Vendôme? Non, mais je rejoins ce qu'a pu dire Sandrine. Il faut de la visibilité. Il faut nous aider, nous accompagner parce qu'effectivement, le marché est difficile et le logement, c'est pas que l'économie du logement pur, de la construction, c'est beaucoup de choses. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'industrie dans les territoires. Donc le logement ne doit pas être vu juste sur son prisme du logement et de l'immobilier. Le logement, c'est beaucoup de choses et je pense que les Français et le gouvernement, les Français le comprennent depuis longtemps, mais le gouvernement commence à le comprendre. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages, à la fois sur le financement, les bons conseils et aussi ce coup de projecteur sur la maison neuve. Loïc Vendôme, merci beaucoup. Merci à vous. Sandrine Alonier, merci. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.